Bonjour à toutes et à tous. Je suis Claude Laferrière, maître Claude Laferrière. Je suis avocat depuis 1992. Je suis un plaideur en litige. J'ai plaidé devant la Cour du Québec, la Cour supérieure, la Cour d'appel. Euh, je détiens deux bacs, trois maîtrises, une en droit international à l'Université Georgetown, spécialisée dans le domaine de la sécurité nationale. Et j'ai publié de nombreux articles dans le Huffington Post, une cinquantaine, La Presse, Le Devoir. J'ai comparu, enfin, j'ai apparu. J'ai paru qu'à quelques occasions à TVA et à Radio-Canada. Et j'ai fait du bénévolat pour la Revue du Barreau et pour les victimes d'actes criminels. Je suis un retraité de la fonction publique fédérale du Service correctionnel du Canada, où j'ai acquis quand même une certaine expertise dans le domaine de ce qu'on va appeler le grand banditisme. Voilà. Au début de, enfin, l'objet de la vidéo d'aujourd'hui est les changements climatiques, l'économie verte et le coût de la vie. Je vais exposer, enfin, ma vidéo va exposer d'abord, dans un premier temps, la question des changements climatiques. Ensuite, la mesure des changements climatiques, les solutions envisagées sur la question des changements climatiques. Et ensuite, ce que moi je vais appeler la vraie solution, mes solutions, mes propositions pour les changements climatiques. Voilà. Au départ, lorsqu'on parle des changements climatiques, ce qui me frappe, c'est qu'on utilise l'acronyme, l'expression GES, gaz à effet de serre. Sur le plan, je vous dirais, marketing, si vous voulez, sensibilisation auprès du public, le fait d'utiliser un acronyme, l'acronyme GES, ce n'est pas très inspirant. Hein, c'est comme utiliser un algorithme ou encore utiliser une formule en algèbre, comme par exemple la formule des équations quadratiques, plus ou moins radicale B2 moins 4AC sur 2A. C'est pas très inspirant. Et là, on arrive, nos dirigeants politiques nous parlent des GES, gaz à effet de serre, et ça, il faudrait, je pense, changer vraiment de stratégie et comprendre que si on dit gaz à effet de serre, eh bien, il faut que ça corresponde à une certaine réalité. Autrement dit, il faut qu'on puisse, en quelque sorte, rattacher ces gaz à des faits empiriques réels. On parle ici d'entreprises qui produisent des gaz à effet de serre. On peut penser au secteur de la métallurgie ou encore à d'autres secteurs importants de l'économie. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que, en quelque sorte, une formule abstraite n'est pas, ce n'est pas un incitatif à, à comprendre. Il n'y a pas vraiment de contenu pédagogique, si vous voulez, à GES. Donc, et là, on nous dit que ça va servir finalement à sanctionner les entreprises, les groupes, ou voire même les personnes qui produisent des gaz à effet de serre de façon à aller chercher, si vous voulez, des revenus supplémentaires pour l'État, ce qui va permettre à l'État d'aller chercher des revenus supplémentaires en taxes et possiblement en sanctions, en amendes, etc. Il y a donc tout un appareillage qui va accompagner la mise en application de la lutte contre les gaz à effet de serre, sans qu'on sache trop exactement qui va, qui va être visé. On pense spontanément, là, les gens qui ont un peu d'expertise vont dire, bon,
l'industrie métallurgique, mais les voitures, hein, ceux qui conduisent, ceux qui sont les propriétaires d'automobiles. Euh, en fait, on peut penser à la population en général, on peut penser à des entreprises. Euh, c'est flou, c'est chaotique. Ce que l'on sait, c'est que le gouvernement cherche de l'argent pour payer le déficit, continuer de fournir des services à la population. L'intention est tout à fait louable, tout à fait honorable, mais si vous voulez, de la mise en application de cette nouvelle philosophie, qui n'est plus tout à fait nouvelle, quand même qui remonte à une décennie, voire même un peu plus, parce que ça fait un bail qu'on est conscient du problème et qu'on sait que le problème existe, mais la mise en application de tout ça paraît un peu arbitraire, abstraite. Bon. Et éventuellement, soyons clairs, réalistes, les entreprises qui vont être frappées par cette nouvelle contribution, cette nouvelle taxe, cette nouvelle imposition par rapport au gaz à effet de serre vont répercuter les coûts sur le consommateur, sur les citoyens. Et il se pourrait même que les citoyens, ceux qui sont propriétaires d'un véhicule, en subissent aussi les conséquences, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils doivent payer éventuellement une taxe supplémentaire parce qu'ils contribuent au gaz à effet de serre. C'est la raison pour laquelle on se retrouve avec une pression très forte pour se procurer des véhicules à batterie, si vous voulez, des propriétés chauffées par des panneaux solaires, que l'on encourage la construction d'éoliennes, etc. Ça, c'est, si vous voulez, c'est la perspective de l'économie verte, mais je ne suis pas encore rendu là. Évidemment, toute cette répercussion, ces impacts sur la consommation, va avoir pour effet de créer de l'inflation. Et là, on va avoir de l'inflation en plus, si vous voulez, repositionner dans un contexte de pandémie. Mais mettons de côté un peu la pandémie, là, simplement, les GES va nécessairement créer une inflation et va provoquer possiblement différents conflits et forcer les partis patronales, syndicales, employeurs, employés à reviser leur position sur le plan économique et à faire des choix difficiles. Et évidemment, tout ça va mener à des affrontements, une instabilité sociale et politique assez évidente. Donc, et ça va se traduire par un mot, inflation, qui pourrait devenir ce qu'on va appeler aussi une stagflation. Autrement dit, de l'instabilité économique, instabilité dans les prix, instabilité des produits et services, etc., etc. Bon. Évidemment, dans ce contexte-là, les retraités, dont je suis, eh bien, nous allons subir les contre-coups sans pouvoir faire grand-chose dans un contexte où, finalement, on va se retrouver avec une sorte de dilution de la devise, puisqu'en fait, la taxation des entreprises par rapport au GES, la taxation des individus par rapport au GES, va entraîner une augmentation de la devise, donc cette dilution, donc une forme de, si vous voulez, de rareté artificielle intégrée dans le processus d'échange économique, ce qui va amener une baisse du niveau de vie nécessairement. Et évidemment, tout ça va faire en sorte que les GES, possiblement, ne seront pas réglés par la taxation. Et c'est pas certain non plus que les véhicules à batterie puissent servir, par exemple, pour le transport de conteneurs. Je pense ici au camionnage de poids lourds, par exemple. Hein. Je ne suis pas certain qu'on va avoir des poids lourds à batterie. Là. Ça peut prendre encore peut-être une décennie ou deux, mais entre-temps, il va y avoir énormément, possiblement l'expression d'instabilité économique, voire même de chaos. Donc, il faut, je pense,
prendre son souffle, prendre un pas en arrière et voir comment on peut, en quelque sorte, évaluer ces changements climatiques et comprendre ce qu'ils sont avant de penser à des solutions fiscales. Parce que les solutions fiscales ont des conséquences pour l'ensemble de la société et nos gouvernements sont extrêmement gourmands lorsqu'il s'agit de taxation, d'imposition et bon. Et ça peut se justifier dans la mesure où la gestion de l'État est compétente, mais ça ne se justifie pas lorsqu'il y a des dérapages. Et on sait qu'il y en a chaque année. La vérificatrice générale, au provincial comme au fédéral, nous fait part d'énormités commises par les hauts gestionnaires de l'État. Donc, voilà. Ça, c'était pour la première partie, mon commentaire en ce qui concerne les GES, les changements climatiques. Mais la deuxième partie va porter sur la mesure des changements climatiques. Là, évidemment, mon commentaire va avoir un caractère un peu, je vous dirais, scientifique, à savoir que, bon, comme avocat, même si je suis avocat, il y a une formation en philosophie des sciences, et, bon, en droit, je vais me permettre de faire des commentaires à caractère un peu scientifique parce que, voyez-vous, il n'y a pas de corporation professionnelle des physiciens. Il y a une corporation professionnelle des chimistes, des médecins, des avocats, mais pour les physiciens, il n'y en a pas. Bon, c'est étrange, mais c'est comme ça. Il y a une corporation professionnelle des ingénieurs qui recoupe les activités des ingénieurs physiciens, mais pour les physiciens, non. Donc, on peut parler de physique assez ouvertement sans risquer de se faire accuser de pratiquer la physique illégalement. Bon. Ce qui n'est pas le cas des chimistes. Hein. Les chimistes contrôlent la qualité des produits qu'on retrouve sur le marché. Je sais parce que j'ai été impliqué dans la mise sur pied, la création d'une entreprise de chimistes dans le contrôle de la qualité ici sur la rive sud de Montréal. Donc, je vais essentiellement faire un commentaire ici de physicien amateur, si vous voulez. OK. Donc, la mesure des changements climatiques, ce qui me frappe, c'est le rôle de la météorologie, n'est-ce pas? On voit les changements climatiques d'après la météo. Et la météo, ben, au fond, ce sont des gaz, c'est l'atmosphère, la science de l'atmosphère. Et ça m'apparaît, comment dire, il y a un degré, un niveau d'incertitude et je vous dirais, de dynamique. Il y a une dynamique des gaz de l'atmosphère qui fait en sorte que les mesures sont très variables, sont instables. Et ça fait en sorte que enfin, c'est mon opinion personnelle. J'y vois une certaine incertitude. Du côté des probabilités. Les probabilités sont très fortes, autant dans un sens que dans l'autre. C'est ce qui fait que il est bon, je pense, en science, d'avoir à un moment donné un plancher, un coussin solide. Ce qui m'a amené, quand j'étais plus jeune, à m'intéresser, par exemple, à la géologie. Et il y a une branche de la géologie qui m'a toujours un peu fasciné. C'est la glaciologie, l'étude de la glace. Et ça, Al Gore, l'ancien vice-président américain à l'époque de Bill Clinton, quand il a fait son fameux documentaire, il avait bien compris, hein, la fonte des glaciers, la permafrost. Et dans mon livre 5 Essais on US National Security Law, dans mes conclusions, je m'intéresse à la question de l'Antarctique. L'Antarctique et l'Arctique. Pourquoi? Parce que la glace, c'est la stratification, la solidification du climat. Vous fouillez dans la glace, vous allez dans les couches, plusieurs mètres, vous avez le climat tel qu'il était il y a 1000 ans, 10 000 ans, etc. Et là, vous avez des traces. Évidemment, là, il faut procéder à des analyses chimiques et ça nous donne une idée de ce qu'était l'atmosphère à cette époque. Ça, c'est la magie de la glace, de la glaciologie. Au Canada, à l'Université de Calgary, à l'Université de Simon Fraser, ils ont des départements ou des divisions de glaciologie et participent activement à l'étude de la glace.
Et ça pour moi, la question du traité de l'Antarctique vise essentiellement les communautés scientifiques qui se sont établies et qui se partagent en quelque sorte un territoire international qui s'appelle l'Antarctique. Je sais qu'au Groenland, il y a une base américaine à Thule. Il y a aussi quelques missions ici et là qui, de temps à autre, parcourent l'Arctique et le Groenland et les zones nord. Les Russes aussi y vont, mais c'est surtout, la communauté scientifique s'est surtout concentrée sur l'Antarctique à cause du traité sur l'Antarctique. Donc, la glace. Donc, c'est beau étudier l'atmosphère, mais les gaz, là, ça bouge, là, c'est intéressant d'avoir, un peu comme en géologie, en stratigraphie, n'est-ce pas, si vous allez dans une carrière, par exemple, si vous avez eu la chance d'aller dans une carrière, vous voyez toutes les différentes strates. Ce sont des époques de l'histoire de la Terre, précambrien, cambrien, Trias, Jurassique, Crétacé. Enfin, je me souviens plus, j'avais des notions très, très. Trias, Jurassique, Crétacé, enfin. Et primaire, secondaire, tertiaire, quoi, enfin. Je me perds un peu, là. Ça fait longtemps, là, ça. J'étais adolescent, là. Je m'étais intéressé à tout ça. Mais tout ça pour vous dire que je trouve intéressante l'approche de la glaciologie. Voilà. La troisième partie de mon exposé aujourd'hui, ce sont les différentes solutions apportées pour les changements climatiques. Bon, évidemment, taxer tout le monde, là, parce qu'on émet tous un peu de GES, c'est pas ça qui règle les changements climatiques. Ça enrichit l'État, ça permet au gouvernement de remplir ses coffres et de fournir des services, mais ça ne règle pas le problème. Hein. Bon, donc il faut essayer de trouver des solutions, et là, on va vers l'économie verte, hein, ce qu'on va appeler l'économie verte. Ben, l'économie verte, ça se centre autour de trois paramètres qui viennent supporter le paradigme de l'économie verte. Là. Donc, bon, l'éolien, hein, les panneaux, les batteries et les panneaux solaires. Donc, les pales, les éoliennes, les panneaux solaires et les batteries pour les véhicules automobiles. Bon. Il faut comprendre que tout ça nous permet d'envisager une plus grande maîtrise, un meilleur contrôle des changements climatiques si on abandonne l'énergie fossile. Et ça va se faire graduellement et en imposant, en cessant de financer l'industrie pétrolière notamment et gazière, et de s'en remettre graduellement dans une longue période de transition, de s'en remettre à des moyens alternatifs pour l'énergie. Et ça, au fond, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix. Et la question qu'on peut se poser, et la question que je pose, comment en sommes-nous rendus là? Avant d'aborder mes solutions, je pense que c'est important de faire un retour en arrière et de voir comment se fait-il qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un problème de changement climatique. Eh bien, pour répondre à cette question, il faut remonter, enfin, c'est mon hypothèse de travail, il faut remonter dans les années 30. Oui, il faut remonter dans les années 30 où on a les années 20 et les années 30, mais surtout les années 30, où on a en quelque sorte créé un besoin, je dirais presque, un besoin essentiel, un besoin presque maladif de mobilité. On a créé l'automobile. Et il faut savoir que les joueurs qui ont créé l'automobile
avait adhéré à une philosophie du monde industriel qui était très spécifique, qui était très, d'une certaine manière, encadrée en fonction d'une approche, en fonction de valeurs très précises. On pense ici à l'automobile, en particulier en Allemagne, avec la création de la Volkswagen. On sait qui était au pouvoir en Allemagne à ce moment-là. Aux États-Unis, ça a été Ford, Henry Ford, qui a créé la Ford Corporation et qui, dans le cadre du New Deal avec FDR, Franklin Delano Roosevelt, a réussi à obtenir que le gouvernement américain fasse des autoroutes et que Ford, lui, en quelque sorte, conclut entre guillemets des ententes avec ses employés pour qu'ils achètent là un véhicule, un modèle T, et qu'il puisse en quelque sorte circuler sur les routes que le président va créer. Donc, il y a eu une espèce d'alliance de l'automobile, du bitume et du pétrole, parce que les Rockefeller vont intervenir, vont créer la Exxon, et là, on va se retrouver avec le modèle, avec un modèle industriel axé essentiellement sur l'automobile, ce qui va permettre de récupérer tous les chômeurs suite au crash de 29, des chômeurs qui, essentiellement, dans les années 20, travaillaient dans le domaine de la construction, vont transiter et vont aller travailler dans le secteur de l'automobile. Donc, il va vraiment y avoir une alliance des grands producteurs de l'automobile qui vont se rajouter par après avec la GM, Chrysler, etc. Bon. Et là, l'automobile va devenir le centre de l'économie américaine. Donc, l'automobile, les autoroutes, le pétrole. Les autoroutes, entendons le bitume et le pétrole. Et là, évidemment, c'est tout un mode de vie qui va se développer avec les banlieues, plus tard après la guerre. Bon, mais là, avant d'en arriver à ça, retournons aux années 30. D'où vient cette inspiration de Roosevelt et de Ford? Pas eux qui ont inventé ça. Là. Ils ont pris l'idée ailleurs. Ils ont pris l'idée en Allemagne. La Volkswagen, les Autobahn, les grandes autoroutes. Autrement dit, le modèle américain est une copie du modèle allemand. Et le modèle allemand a été créé par les nazis. Et oui, Henry Ford admirait Adolf Hitler. Parce que, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, le monde occidental réagit à la révolution de 1917. On sait que les bolcheviks sont entrés dans la maison, la résidence du tsar Nicolas II. Ils ont emmené toute sa famille au sous-sol et les ont liquidés, pratiquement abattus. Hein? La femme, la tsarine, le tsar et ses enfants. Tout ça, ça a eu des répercussions majeures dans le monde occidental, qui était encore sous la dominance des monarchies en Europe. Et ça l'a créé dans le monde industriel, en particulier en Allemagne, dans les grandes familles aristocrates allemandes, les Krupp, les Siemens, les Bayer, les A.J. Farben, etc., tous ceux qui vont supporter Hitler à la fin des années 20, début des années 30. Tous les grands groupes industriels vont se placer, vont supporter le Führer pour protéger contre la montée du communisme. Cette tendance va être exportée en quelque sorte, va apparaître aussi aux États-Unis. Vous allez avoir Lindbergh qui va s'admettre être un nazi notoire. Ford et les grands groupes industriels ont une peur bleue de la montée des syndicats communistes. Et vous allez avoir même aux États-Unis un parti nazi qui va être assez puissant, assez influent. Donc, c'est dans ce contexte-là très précis et très bouillant que se développe l'industrie de l'automobile et devient en quelque sorte le nouveau vecteur de l'Occident. Le vecteur, je vous dirais, industriel
de l'Occident et qui se continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, le New Deal, le FDR, n'est en fait qu'une photocopie du programme électoral des nazis en Allemagne, du programme économique, n'est-ce pas, de cette espèce d'empire de 2000 ans. Et à cette époque-là, il ne faut pas se le cacher, là, Édouard VIII, qui va en quelque sorte abdiquer le trône d'Angleterre, va avouer ses sympathies pour les nazis. Donc, tout le monde industriel en Occident est fasciné par le nazisme. Et la raison à ça est simple, c'est 1917, la révolution bolchevique. Les grands groupes industriels ne veulent pas voir des organisations ouvrières, de grands syndicats, etc. Ils ne veulent pas. FDR, lui, va dire à Ford, ben écoute, tu vas devoir négocier parce que la paix industrielle commande, la production industrielle commande la paix industrielle à l'intérieur des grandes entreprises, n'est-ce pas? En Allemagne, la solution des nazis va être tout autre. Ça va être les SA avec Röhm. Et après, les SA de Röhm vont éventuellement être liquidés par les SS de Himmler. Donc, c'est là qu'on tombe dans, si vous voulez, le grand banditisme politique de l'Allemagne nazie, qui va cibler les Juifs, les handicapés, les giganes, les homosexuels, etc., etc. Bon, enfin, tout le programme des SS qui est de la Gestapo, de Heinrich Reinhardt, bon, qui va prendre la tête, si vous voulez, des services secrets nazis. Bon, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais simplement pour dire que si aujourd'hui, passez-moi l'expression, on se retrouve avec un problème de changement climatique, c'est que nous avons adopté un modèle purement mécaniste qui néglige de prendre en compte le caractère organique de la vie, le caractère organique, si vous voulez, de l'existence de tout être biologique. Et on s'est confiné à, si vous voulez, à une industrialité essentiellement physique et chimique. Et aujourd'hui, bien, on en subit les conséquences. Maintenant, quelles sont les solutions possibles, réalistes, au changement climatique? Eh bien, ma solution à moi, celle que je vous propose, est très simple et comporte peu d'augmentation de taxes, d'impôts. Eh bien, ma solution s'appelle le train. Voici. Dans les années 90, pour des raisons, nos gouvernements au Canada, au Québec en particulier, on a décidé de retirer le rail dans de nombreuses régions et de créer des pistes cyclables. Bon. Résultat, on a pris, par exemple, un train avec 100 wagons, ce qui pollue très peu, n'est-ce pas? Qui émet très peu de GES, qui n'abîme pas les routes. On a pris un train avec 100 wagons. On l'a retiré de son rail et on a pris 100 poids lourds, des camions poids lourds, qui créent beaucoup de GES, qui abîment le lit des routes. On le sait, nos routes au Québec sont dans un état catastrophique. Et qui menacent la stabilité des prix, parce que le prix du pétrole est en fonction de ce que l'OPEP décide, en fonction de ce que d'autres producteurs de pétrole décident,
en fonction de la distribution, etc. Donc, le transport par poids lourd menace la stabilité des prix à la consommation, produits et services, détruit les routes et crée d'énormes quantités de GES. Donc, alors que le train, lui, fait exactement le contraire. Hein, je le répète, peu de GES, ménage nos routes, à condition évidemment d'avoir un réseau ferroviaire bien entretenu. Là. Je comprends que la situation à Lac-Mégantic, là, c'était pas le cas. Là. Il y a eu un drame, mais je parle moi d'un réseau ferroviaire bien utilisé et bien entretenu et permet de stabiliser les prix. Parce que, évidemment, on est beaucoup moins dépendant du pétrole. Éventuellement, il pourrait y avoir des trains électriques. J'imagine qu'une locomotive activée à batterie serait probablement plus facile à gérer que 10 000 véhicules avec des systèmes autonomes de batterie. N'est-ce pas? Imaginez la quantité de matériel transporté par le train, la quantité de produits transportés par le train d'un port à une grande ville et de prévoir à l'intérieur de villes plus petites des mini-gares avec des mini-transporteurs de conteneurs et là de recycler l'industrie du camionnage en camionnage local. Donc, moi je pense que ça a été une très grave erreur de, en quelque sorte, enlever le rail pour permettre la création de pistes cyclables. Je ne sais pas qui a décidé ça. Je pense que c'était à l'époque du gouvernement Mulroney, si je me trompe, dans les années 90. Mais une chose est certaine, le train au Canada, le train est le socle économique du Canada lors de la Confédération. Même s'il y a eu une série de scandales impliquant McDonald's, Johnny McDonald et Cartier, bon, je ne vais pas rentrer sur ce on pourrait faire une autre vidéo là-dessus. Là. Mais tout ça pour vous dire que pour moi, le train est en grande partie la solution du problème au changement climatique. Et quand je parle du train, je parle du transport de marchandises principalement, mais aussi de passagers. On pense à des trains de grande vitesse, les TGV européens. Voilà. C'est une solution qui serait à la fois sécuritaire, sur le plan économique, efficace et rentable. Une autre solution, celle-là moins populaire, c'est de limiter le parc automobile. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a énormément d'automobiles. C'est incroyable. Regardez les rues à Montréal. C'est ceinturé d'automobiles. Le stationnement est devenu à peu près impossible. Ici, à Boucherville, il y a des bungalows autour de chez moi. Là. Il y a jusqu'à 3-4 véhicules par maison. Il y a un problème. Il faudrait limiter le parc automobile. Trouver un moyen de limiter le parc automobile. Là, parce que, voyez-vous, ici, Boucherville, Sainte-Julie, là, il y a 5 ou 6 concessionnaires, tous regroupés ensemble, là, ici, pas loin, là, sur la rue Ampère. À Sainte-Julie, c'est la même chose. À la Longueuil, c'est la même chose. L'automobile est devenue une folie. Là. Et il y a de plus en plus de grosses cylindrées allemandes sur les routes. Là. Et les routes sont dans un état absolument épouvantable. Et les limites de vitesse ne sont plus respectées. Les policiers, on les voit rarement, que ce soit sur la 20, la 30, la 15, la 10. Il faudrait repenser la Sûreté du Québec pour créer une Highway Patrol, une police des voies rapides, en quelque sorte. Et peut-être instaurer des péages. Une chose est certaine, la question de l'automobile, il va falloir s'attaquer à ça et développer des transports en commun qui soient décents et efficaces. Bon. Enfin, je sais que malheureusement, les Québécois sont très attachés à leur salon roulant. Moi, j'appelle ça
appellent ça des salons roulants. Là. Ouais, écoutez, on est rendu maintenant avec des téléviseurs, des ordinateurs dans les automobiles. Là. En même temps, tu conduis, tu regardes la télé, puis tu joues sur ton ordinateur. Après ça, on se demande pourquoi il y a des carambolages. Voilà. Donc, un parc automobile hors contrôle. Et moi, je suis un fervent défenseur des trains. Je suis actionnaire de Bombardier. Une des raisons pour lesquelles j'ai acheté des actions de Bombardier, c'est très longtemps. Des actions qui valent à peu près pas grand-chose aujourd'hui. C'était pour le train, c'était pas pour la série C. Là. La série C, moi, j'y ai jamais cru. Et j'aurais espéré que Bombardier se lance sur le plan, à l'échelle planétaire, dans la construction de locomotives, de wagons, etc. Parce que pour les pays en voie de développement, pour les pays, les économies émergentes, comme on les appelle maintenant, autrefois on disait le tiers-monde, maintenant c'est les économies émergentes, autrefois pays en voie de développement, en tout cas, peu importe, c'est la solution. Le train est la solution. Et d'ailleurs, les Chinois l'ont compris. Ils se sont lancés dans l'industrie du train et lorsqu'ils développent en Afrique, lorsqu'ils contribuent à développer des communautés en Afrique ou en Asie, la première chose qu'ils importent, c'est le train. Hein, qu'on peut dire qu'ils exportent, excusez-moi, c'est le train. Leur wagon, leur locomotive, leur conception du modèle ferroviaire, et c'est très bien. Tout ça pour vous dire que il va falloir un jour ou l'autre qu'on s'attaque au changement climatique. Parce qu'à l'heure actuelle, on assiste à une espèce de débat idéologique un peu miteux là, autour des changements. Vous avez deux écoles de pensée qui s'affrontent. Là. Hein, vous avez d'un côté une certaine droite républicaine qui va dire que les changements climatiques, bon, c'est causé par... c'est dans le cosmos, c'est à l'origine du cosmos, quelque part, la gravitation de la Terre, ou... enfin, il y a toutes sortes de théories avancées du côté de la droite, là, enfin, qui font un lien entre la cosmologie, la météorologie, qui fait en sorte que ce ne sont pas les activités humaines qui créent les changements climatiques. Bon, je suis très sceptique par rapport à ça. Du côté de la gauche, c'est l'activité humaine qui crée le changement climatique. Sauf que la gauche est tellement obsédée par sa vision de l'État qu'ils sont incapables de voir le problème. Hein? Et de tirer des leçons et d'envisager des solutions réalistes à court terme. Donc, ils ont l'obsession de la fiscalité. Hein. Il y a des GES, il y a des gens qui causent des GES, donc il faut les punir et imposer des taxes, imposer des amendes, une imposition particulière. Ça, c'est dans le contexte de l'économie verte. Et leur solution, c'est le panneau solaire, les éoliennes, les véhicules à batterie. Bon, personnellement, je pense que les véhicules à batterie, c'est une gaffe monumentale, tout comme les véhicules à hydrogène. Je pense que l'automobile, en fait, quant à moi, par rapport au changement climatique, ne devrait pas avoir beaucoup d'avenir. Hein, il va falloir envisager d'autres solutions pour la simple et bonne raison que l'industrie métallurgique qui fabrique les automobiles, hein, passez-moi l'expression, ça produit beaucoup de scrap et produit beaucoup de GES, l'industrie métallurgique, que ce soit aux États-Unis, dans la région de Pittsburgh ou encore sur la côte nord du Québec. L'industrie métallurgique crée beaucoup de GES. Les véhicules créent des gaz aussi à effet de serre, et ainsi de suite. Et le fait de mettre ces véhicules à batterie va créer un autre genre de pollution, peut-être un peu plus compliqué. On va se retrouver avec des amoncellements de batteries, là. Et pour ce qui est de l'hydrogène, eh bien là, il va falloir, je pense que du côté sécurité, il y a des progrès à faire parce que, bon, là aussi, il y a des débats entre ingénieurs, entre scientifiques et ingénieurs, là, et c'est pas clair. Donc, pour moi, la solution réside dans le contrôle du parc automobile, une limitation
un certain nombre de véhicules par résidence et non pas 4-5 véhicules par résidence. Ça n'a pas de bon sens, ça. Et le train, permettre le transport des marchandises par train et une distribution locale avec des gares locales, ce qu'on avait autrefois, soit dit en passant, et il y avait du camionnage local qui allait porter les biens, les produits et services dans les différents commerces, dans les centres de distribution. Donc, au niveau de la chaîne d'approvisionnement, je pense que le train devrait reprendre sa place, la place qu'il avait lors de la création du Canada, et qu'on lui a retiré pour des raisons purement politiques en ce qui me concerne. Et aujourd'hui, on en subit les conséquences. Voilà, c'était mon propos au sujet des changements climatiques, l'économie verte et le coût de la vie jusqu'à un certain point, parce que, évidemment, le transport des produits par camion a des impacts sur les prix à la consommation, et ça, c'est nous qui devons assumer tout ça en bout de ligne. Voilà. Donc, si vous avez des commentaires, je vous invite à communiquer, me faire parvenir un courriel. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Tout ça est fait dans une perspective d'éducation populaire, sans frais. Je n'accepte aucune donation. De toute façon, vous ne sauriez pas par quel moyen me faire parvenir un don quelconque, je n'en veux pas. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine et au plaisir de se revoir lors de ma prochaine vidéo. En passant, je remercie tous ceux et celles qui m'écoutent assidûment et j'ai communiqué le lien à d'autres. Ça va faire en sorte que, ma voix va porter davantage, et ça, c'est à vous que je le dois, et non pas à moi. Moi, je suis seul ici dans mon sous-sol, et vous êtes en quelque sorte mes alter ego, et voilà. Donc, bonne semaine à toutes et à tous.